Bonjour chers étudiants. Durant cette séance, on va essayer de compléter notre cours de pharmacologie générale au titre de l'année 2019-2020. Ce cours qui est organisé dans le cadre de la formation de Master Physiologie et Santé. Donc, durant les séances passées, on avait traité les différents détails relatifs à la pharmacocinétique qui étaient par définition généraliser l'effet du corps sur la drogue. Maintenant, on va traiter en deuxième partie la pharmacodynamie et qui est l'étude de l'effet de la drogue sur l'organisme. Donc, durant cette pharmacodynamie, on va étudier la dynamique de la drogue dans l'organisme. Et pour étudier la dynamique de la drogue dans l'organisme, on va tout simplement s'intéresser essentiellement à l'interaction drogue-récepteur. En général, la pharmacodynamie, pardon, c'est l'étude de l'interaction drogue-récepteur et également l'effecteur cellulaire qui est en général une protéine. On ne va pas traiter normalement en fait, cette dernière partie de la réaction pharmacodynamique. On va uniquement nous intéresser à l'interaction drogue-récepteur. Normalement, pour qu'une drogue ait un effet sur l'organisme, elle doit tout simplement avoir un récepteur qui lui est dédié à travers lequel elle peut induire des modifications à l'échelle cellulaire. Donc les récepteurs, vous l'avez déjà vu et vous le connaissez déjà que les récepteurs normalement au niveau cellulaire sont de deux types en général, soit des récepteurs transmembranaires, soit des récepteurs intracellulaires. Et vous avez déjà vu que le récepteur transmembranaire est un récepteur qui a trois domaines essentiels, un domaine extracellulaire, un domaine transmembranaire et un domaine intracellulaire. Et c'est grâce à normalement à cette architecture que le récepteur peut assurer la transmission du signal amené par la drogue vers le milieu intracellulaire. Normalement, dans le jargon de la pharmacodynamie, on ne parle pas vraiment de drogue, mais on considère que toute molécule ayant la possibilité de se lier à un récepteur, on la considère donc, plutôt on la nomme un ligand. Ça va? Donc ligand, c'est la drogue en général, et puis le récepteur, donc c'est ce que je viens de décrire. Donc la pharmacodynamie, je le répète en général, c'est l'étude de l'interaction entre la drogue, donc le ligand, et le récepteur, et également la dynamique de la molécule effectrice qui est en général une protéine intracellulaire et qui est en fait une protéine qui va agir soit sur la régulation de l'expression d'un gène ou bien la régulation d'un certain nombre de réactions enzymatiques ou bien c'est une protéine qui fait partie du cytosquelette. Donc ça dépend de la nature de cette protéine parce que c'est elle qui va permettre l'expression du message, si vous voulez, amené par le ligand. Et lorsqu'il s'est lié au récepteur, pardon, il a induit ce message-là. Voilà. Donc là, en fait, durant ce dernier chapitre ou cette partie qui est intitulée la pharmacodynamie, on va voir en premier lieu pardon, les interactions drogue-récepteur, et puis on va voir comment les pharmacologistes quantifient ces interactions-là grâce aux courbes dose-réponse. Donc aujourd'hui, durant cette séquence-là, je vais vous parler uniquement des interactions drogue-récepteur et comment on peut qualifier ces interactions-là. Donc là, ça sera essentiellement en fait une qualification, une analyse ou une étude qualitative. Donc c'est qualitatif. Et comme on dit, sans quantification, on ne pourra pas parler de science. La prochaine séquence, je vais vous parler comment on quantifie. Donc là, c'est le quantitatif. Comment on quantifie ces interactions-là. Quantitatif. Ok. Euh, voilà. Donc, normalement, l'interaction entre un récepteur et une drogue, elle est décrite par cette réaction linéaire. Nous avons un récepteur qui est libre, donc c'est un récepteur qui se trouve au niveau cellulaire. Et à ce récepteur-là viendra se lier une drogue ou un ligand, comme on vient de le décrire.
pour nous donner un complexe ligand-récepteur qui va induire des changements essentiels au niveau de la cellule qui exprime ce récepteur-là. En général, on dit que cette réaction, c'est une réaction réversible, puisque le ligand va se lier au récepteur, et puis à un certain moment, le ligand va se détacher du récepteur pour que le récepteur revienne à sa conformation initiale, qui est la conformation libre et inactive. Pour décrire ces réactions-là, il y a un schéma descriptif qui va vous parler des états du récepteur essentiellement, parce que ce schéma s'intéresse essentiellement à l'état du récepteur. Un récepteur, en général, c'est une protéine qui est dans sa forme inactive. Donc là, c'est un récepteur inactif, c'est ce que vous voyez ici. Et ce récepteur, tout simplement, lorsqu'il va se lier à une drogue ou un ligand, on aura la formation du complexe récepteur-ligand. Maintenant, ce complexe récepteur-ligand, vous voyez très bien que c'est toujours un récepteur inactif et la drogue. Ce complexe-là, cette forme-là, c'est une forme qui n'est pas stable. Donc c'est une forme instable. Elle ne s'exprime pas de manière durable dans la nature. Donc c'est une forme instable. Et en général, lorsque le récepteur se lie à une drogue, ce qui va se passer, il y aura très rapidement l'activation de ce récepteur-là. Ça va, donc le récepteur deviendra actif et activé. Et donc cette conformation, la conformation drogue-récepteur activé, c'est une conformation qui est normalement relativement fréquente au niveau de la nature. Ça va? Ok. Il y a également une autre conformation qui n'est pas très fréquente dans la nature, c'est que en fait on ne peut pas trouver un récepteur actif de manière normale. Elle n'est pas très fréquente, mais elle existe. Les récepteurs qui sont actifs de manière spontanée, ce sont des récepteurs qu'on appelle des récepteurs à activité constitutive. Donc là, c'est un récepteur à activité constitutive. À activité constitutive. Ça veut dire qu'il est toujours actif, même s'il n'y a pas de drogue qui lui est liée. Voilà. Donc lorsqu'un récepteur est actif en général, on va observer un effet biologique au niveau de la cellule dans laquelle s'exprime ce récepteur-là. L'expression de ce... En fait, si on veut décrire ce schéma de manière linéaire, ce que nous allons observer, c'est une réaction linéaire. Ça reprend la première réaction dont nous avons parlé, celle-là. Et on vous dit que normalement, s'il y a un récepteur libre, il y aura un ligand qui peut se lier à ce récepteur-là pour donner la conformation, plutôt le complexe ligand-récepteur. La présence du complexe ligand-récepteur actif en général, lorsque le récepteur est actif, ça va induire l'apparition d'un effet pharmacologique ou d'un effet biologique au niveau de la cellule. Maintenant, ce que vous devriez savoir, c'est que en fait, le passage de la forme libre du récepteur vers le complexe ligand-récepteur est régi par une constante que nous appelons la constante de dissociation. Donc la 4D, vous l'avez déjà vu en enzymologie, c'est la constante de dissociation. Et cette constante de dissociation, elle est égale à tout simplement le rapport de la forme libre du récepteur, donc la concentration du récepteur libre qui multiplie la concentration du ligand sur la concentration du complexe ligand-récepteur. Voilà. Donc plus la concentration, en fait le produit de la concentration du récepteur libre et du ligand libre est élevé, plus la constante de dissociation est élevée.
plus il y a une association entre le récepteur et le ligand, plus la concentration du complexe ligand-récepteur est élevée. Dans ce cas-là, la constante de dissociation sera faible. Voilà. Donc plus cette concentration est élevée, plus la constante de dissociation est faible. L'effet pharmacologique, maintenant, si on veut parler de l'effet pharmacologique induit par le complexe ligand-récepteur, cet effet pharmacologique, il va dépendre essentiellement de la qualité de l'interaction entre le ligand et le récepteur. Maintenant, si il y a un ligand qui va se fixer sur un récepteur, et que ce ligand, qui est actuellement en vert et le récepteur en violet, là, c'est le ligand et là, c'est le récepteur. Si le ligand induit une activation du récepteur, ou en général un changement d'activité du récepteur, on parle d'un effet agoniste. Ça va, donc là, c'est un effet agoniste. Dans un autre cas, le cas contraire, lorsque vous avez un récepteur et il y a un ligand qui se lie à ce récepteur-là, ça va, donc là c'est le ligand et là c'est le récepteur. Lorsque le ligand induit un blocage, donc là c'est un blocage, le récepteur restera toujours dans sa forme inactive. Lorsque ce ligand induira un blocage du récepteur, on parle dans ce cas-là d'un effet antagoniste. Donc là, c'est un effet antagoniste. Voilà. Donc, par définition, l'effet agoniste, lorsqu'on parle d'un agoniste, un agoniste c'est une molécule qui, après la liaison, elle active le récepteur et engendre un effet maximal. Ça veut dire qu'elle va engendrer un effet biologique maximal au niveau de la cellule qui exprime ce récepteur-là. Maintenant, lorsqu'on parle de l'effet agoniste, il n'y a pas uniquement un effet agoniste absolu. Les effets agonistes sont relativement différents. Il y a 3 types en général. Il y a l'effet agoniste dont nous venons de parler, c'est celui-là. Donc, lorsque le ligand se lie au récepteur et induit son activation et l'obtention de l'effet maximal au niveau, donc l'effet biologique maximal au niveau de la cellule qui exprime le récepteur, là on parle d'un effet agoniste pur, donc un effet purement agoniste. Donc dans un autre cas de figure, nous aurons un récepteur et à ce récepteur va se lier un ligand bien déterminé. Ok, un ligand bien déterminé. Donc ce ligand-là, qu'est-ce qu'il va induire? Puisque c'est un agoniste dans ce cas, il va induire l'activation. On aura l'activation du récepteur. Ok. Ça va induire l'activation du récepteur. Mais, même si le récepteur est activé, l'effet qui est exprimé au niveau de la cellule, c'est un effet qui est de moindre envergure, donc qui est faible par rapport à l'effet exprimé lorsqu'il s'agit d'un agoniste pur. Puisque c'est un effet partiel, c'est un effet qui est de moindre envergure, on parle d'un effet partiel par rapport à l'effet de l'agoniste. Donc, dans ce cas-là, on parle d'un agoniste. Il est agoniste parce qu'il active le récepteur, mais ce n'est pas un agoniste pur comme le premier, c'est un agoniste partiel. Donc, on parle ici d'un agoniste partiel. Parce qu'il induit un effet partiel. Voilà. Donc l'agoniste partiel par définition c'est une molécule qui après liaison au récepteur l'active et engendre un effet de moindre envergure par rapport à l'agoniste. Et puis finalement il y a l'agoniste inverse. L'agoniste inverse qu'est-ce qu'il va faire? Tout à l'heure je vous ai parlé d'un récepteur à activité constitutive, ça veut dire qu'il est déjà actif même s'il n'est pas lié à un ligand. Et ce récepteur lorsqu'il va avoir un ligand
qui va se lier à lui. Ben, là, on va mettre un petit ligand. Ok. Ben, là, c'est le ligand et là, c'est le récepteur. Et le récepteur, il était déjà actif. Ok. Donc, lorsque le ligand va se lier à ce récepteur actif, ben, il y aura une diminution de l'activité de ce récepteur qui était déjà actif. Donc, diminution de l'activité. Et lorsque un agoniste diminue l'activité du récepteur constitutivement actif, ben on parle dans ce cas-là d'un agoniste inverse. Parce que l'agoniste, il induit l'activation du récepteur, c'est-à-dire qu'il augmente l'activité du récepteur. Donc, dans ce cas-là, l'agoniste inverse, c'est un agoniste qui fait l'effet inverse d'un agoniste normal. Donc, il va induire la diminution de l'activité du récepteur. Et donc, dans ce cas, on parle d'un agoniste inverse. Maintenant, pour récapituler relativement aux effets des différents agonistes, agoniste normal, agoniste partiel, agoniste inverse et antagoniste. Donc, tout à l'heure, on va parler de l'antagonisme. On les a normalement récapitulés au niveau de cette courbe descriptive. Vous voyez très bien que si vous avez un récepteur, pour les courbes qui sont en rouge, on va considérer que en fait l'effet observé il est nul à ce niveau-là. Donc si vous avez donc un effet qui est nul à ce niveau-là et que le ligand se lie au récepteur et en se liant au récepteur il y a un effet maximal au niveau de la cellule qui exprime le récepteur, dans ce cas-là on parle d'un agoniste. Si dans un autre cas, le ligand se lie à un récepteur au niveau de la cellule et que la liaison de ce ligand au récepteur induit l'activation du récepteur mais n'induit pas un effet maximal comme celui de l'agoniste, on parle d'un agoniste partiel. Il est agoniste, je le répète, il est agoniste parce qu'il active le récepteur, mais c'est un agoniste partiel parce qu'il n'induit pas l'effet maximal qui a été observé lorsque il y a eu la liaison de l'agoniste sur le récepteur. Maintenant, l'autre effet dont nous avons parlé, c'est l'agoniste inverse. Et l'agoniste inverse, vous voyez très bien que j'ai bien mis à ce niveau-là activité constitutive, ça veut dire que le récepteur est déjà actif et que lorsque l'agoniste inverse va se lier à ce récepteur, il va induire la diminution, regardez, il y a eu la diminution de l'activité du récepteur. Et dans ce cas-là, on parle d'un agoniste inverse. Maintenant, le deuxième grand type d'interaction ligand-récepteur, c'est l'antagonisme. Et donc, je vous ai dit qu'on parle d'antagoniste lorsque le ligand qui se lie au récepteur ne va induire aucune modification de l'activité du récepteur. Il y aura uniquement un blocage du récepteur. Donc, dans ce cas-là, vous voyez très bien que si on considère qu'à ce niveau-là, l'activité du récepteur est nulle, ça veut dire que l'effet observé est nul, dans ce cas-là, vous voyez très bien lorsqu'il y aura liaison d'un ligand sans qu'il y ait changement de l'activité du récepteur et donc sans qu'il n'y ait apparition de réponse, on parle d'un antagoniste, d'un effet antagoniste ou d'une molécule antagoniste. Maintenant, lorsqu'on va parler des molécules antagonistes, on aura trois grands types d'antagonisme. En général, un antagoniste est défini comme étant une molécule qui inhibe l'activité agoniste. Et on parle de trois types d'antagonisme. Le premier, c'est l'antagonisme pharmacologique, l'antagonisme chimique, et puis l'antagonisme physiologique. Ok, donc l'antagonisme pharmacologique, c'est l'antagonisme proprement dit, une molécule qui se lie à un récepteur et inhibe son activation par l'agoniste. L'antagonisme chimique, c'est un type d'antagonisme qui n'est pas dû à la liaison
à un récepteur pharmacologique, mais c'est plutôt la liaison de la molécule antagoniste à l'agoniste lui-même. Et puis finalement, l'antagoniste physiologique, bon, c'est une molécule qui ne va pas agir sur le récepteur en question, mais elle va agir sur un autre récepteur pour induire l'effet contraire de l'agoniste lorsqu'il va se lier au premier récepteur. Donc là, c'est l'exemple que vous connaissez tous relativement à cet antagonisme physiologique, c'est le système, donc l'effet du système sympathique et l'effet du système parasympathique. Ce sont en général des effets antagonistes parce que là, vous aurez l'acétylcholine qui va se lier à son récepteur pour induire, par exemple, l'effet antagoniste par rapport à la liaison de l'adrénaline à son récepteur. Voilà. Maintenant, pour décortiquer, regardez, on va parler uniquement de l'effet antagoniste. Là, c'est l'antagonisme pharmacologique. Le type d'antagonisme, là, c'est l'antagonisme pharmacologique. Et là, c'est l'antagonisme chimique ou l'antagonisme physiologique plutôt. Donc ici, c'est l'antagonisme physiologique. Il y avait une erreur. Voilà. Donc là, c'est antagonisme physiologique. On va pas en parler. C'est bon. Donc, on va parler uniquement de ces types d'antagonisme. Donc, regardez, lorsqu'on parle d'un antagoniste pharmacologique, c'est toujours l'interaction entre le ligand qui est l'antagoniste dans ce cas-là avec le récepteur en question. Lorsqu'un ligand ou une molécule en général va se lier à un récepteur bien déterminé, elle peut se lier dans deux endroits différents. Soit elle va se lier au niveau du site de liaison de l'agoniste. On parle actuellement du site orthostérique du récepteur. Donc le site orthostérique du récepteur, lorsque je vais le schématiser, c'est ce site-là. Donc là, c'est le site de liaison de l'agoniste, puisque c'est ce site-là qu'on appelle le site orthostérique. Là, voilà. Donc là, c'est le site orthostérique. Maintenant, il y a un autre type d'interaction puisque le ligand ne va pas toujours se lier, donc l'antagoniste dans notre cas, donc lorsque je parle de ligand, dans ce cas-là, c'est l'antagoniste. L'antagoniste ne va pas se lier au niveau du site orthostérique, il va se lier dans un autre site, donc dans une autre partie de la molécule, donc du récepteur. Donc par exemple à ce niveau-là. Et lorsque l'antagoniste se lie à un autre site qui n'est pas le site orthostérique, donc par exemple à ce niveau-là ou à ce niveau-là, on parle d'une liaison allostérique. Allostérique. Ok, donc c'est ça. Liaison allostérique. Soit cette molécule, lorsqu'elle va se lier au niveau du site orthostérique ou du site allostérique, il y aura deux types, je dirais, de réactions, ou bien deux probabilités ou deux possibilités d'interaction avec l'agoniste maintenant. Lorsque l'augmentation de la concentration de l'agoniste induit un détachement de l'antagoniste du site orthostérique, on parle d'un antagonisme réversible. Ça va? Et donc, dans ce cas-là, on parle d'un antagoniste compétitif. Ça va? Parce qu'il va entrer en compétition avec l'agoniste. Lorsqu'il n'y a pas cette compétition, c'est lorsque l'antagoniste ne se détachera jamais du site orthostérique. Et dans ce cas-là, on parle d'un antagonisme irréversible, donc d'une liaison irréversible. C'est en général une formation de liaison covalente entre l'antagoniste et le récepteur. Et dans ce cas-là, on parle d'un antagoniste qui est non compétitif. Ça veut dire qu'il ne donne aucune chance à l'agoniste de le détacher, même si on va augmenter la concentration de l'agoniste dans le milieu.
Ça va? Dans l'autre cas, c'est également la même chose. On aura à peu près le même schéma. Euh, hum, L'antagonisme allostérique, comme on vient de le dire, c'est la liaison de l'antagoniste dans un autre site que le site orthostérique, là où va se lier le ligand au niveau du récepteur, l'agoniste au niveau du récepteur. Et dans ce cas-là, on a également deux cas de figure, soit un antagonisme réversible, soit un antagonisme irréversible, mais dans les deux cas, ça sera toujours un antagonisme non compétitif. Pourquoi on parle d'un antagonisme non compétitif? Parce que tout simplement, il n'y a aucune possibilité de compétition entre l'antagoniste et l'agoniste. L'agoniste n'a pas la possibilité de se lier à un site allostérique. Il va se lier uniquement au site orthostérique. Et même si on va augmenter la concentration de l'agoniste pour qu'il puisse se lier au niveau du site orthostérique, il n'aura aucun effet sur la liaison de l'antagoniste au niveau du site allostérique. Ok, donc c'est pour cela qu'on parle toujours d'un antagonisme non compétitif. Et dans le cas où en fait, l'interaction serait réversible, c'est le cas où il y aurait, par exemple, des enzymes qui vont détruire l'antagoniste lié au niveau du site allostérique. Et donc, ainsi, donc, on aura une réversibilité. Mais dans les deux cas, il n'y a aucune possibilité de compétition entre l'agoniste et l'antagoniste relativement au site de liaison, pardon. Parce que l'agoniste va se lier toujours à son site orthostérique, donc le site de liaison, et l'antagoniste, dans ce cas-là, il est toujours lié à un autre site, donc un site autre que le site orthostérique, et donc il n'y aura jamais de compétition entre les deux. Voilà, donc j'espère que cette partie-là a été bien assimilée. Maintenant, voilà, donc là on vous donne la définition. Un antagoniste compétitif, c'est un antagoniste qui peut être surmonté par une augmentation de la concentration de l'agoniste, alors que l'antagoniste non compétitif, c'est un antagoniste qui ne peut être surmonté ou détaché du récepteur en augmentant la concentration de l'agoniste. Et là, vous avez un schéma qui décrit ces interactions-là. Vous voyez très bien que là, vous avez sur ce récepteur, là, c'est le site orthostérique. Donc, c'est le site où va se lier l'agoniste. Et là, c'est le site allostérique. C'est un site où peut se lier l'antagoniste. Ben là, lorsque l'agoniste, donc là c'est l'effet agoniste, lorsque le récepteur est libre, l'agoniste peut venir et se lier à son récepteur sans aucun problème et donner l'effet escompté, donc l'effet biologique. Maintenant, dans l'autre cas de figure, lorsqu'on va parler d'interaction antagoniste, ou plutôt la présence d'un antagoniste, il y a le premier cas de l'antagoniste compétitif. Vous voyez très bien que dans ce cas-là, on vous montre que l'antagoniste, qui est ici une molécule en bleu, il va se lier, donc cet antagoniste va se lier au niveau du site orthostérique du récepteur. Et là, lorsqu'on va augmenter la concentration en agoniste, on peut tout simplement détacher l'antagoniste pour que l'agoniste prenne sa place. Dans ce cas-là, on peut parler d'un effet compétitif, donc d'un antagoniste compétitif, parce qu'il y a la possibilité de compétition entre les deux, sachant que cet antagoniste-là n'est pas lié de manière covalente au site orthostérique du récepteur. Ça va? Donc si l'antagoniste est lié de manière covalente au site orthostérique du récepteur, on parle dans ce cas-là d'un antagoniste non compétitif. Dans le deuxième cas de figure, vous voyez très bien que l'antagoniste n'est pas lié au site orthostérique, mais lié au site allostérique. C'est un site qui va, je dirais, contrôler l'activité du site orthostérique. Et lorsque l'antagoniste se lie au site allostérique, ben, ce qui va se passer, même si l'agoniste va se lier au site orthostérique, il n'y aura aucun effet. Donc dans ce cas-là, on parle d'un antagonisme parce que c'est un blocage. Et le type d'antagonisme dans ce cas, c'est un antagonisme non compétitif. Je vous ai dit, en fait, pourquoi il est non compétitif? Parce que tout simplement, cet agoniste-là n'a pas la possibilité de se lier au site
allostérique. Donc, il n'y a pas la possibilité de compétition entre l'antagoniste et l'agoniste. Donc, on parle d'un antagonisme non compétitif. Lorsqu'on veut normalement qualifier l'interaction ligand-récepteur, ben, on va essayer de faire des courbes de liaison entre le récepteur et le ligand. Donc là, ce ne sont pas des courbes de dose-réponse, mais là, ce sont des courbes dose-liaison. Donc c'est une interaction entre la drogue et le récepteur, et c'est une courbe dose. Donc là, ce sont les doses au niveau de l'axe des abscisses, et là, c'est le pourcentage de liaison au niveau de l'axe des ordonnées. Donc, les courbes de liaison, qu'est-ce qu'elles vont nous permettre de comprendre? Elles vont nous permettre de comprendre la cinétique de l'interaction entre le ligand et le récepteur en question. En fait, à partir de ces courbes-là, on peut sortir la fameuse constante de dissociation, celle dont nous avons parlé tout à l'heure, et qui est exprimée normalement par le rapport entre le produit des concentrations du récepteur et du ligand qui sont non liés, libres, et par rapport à la concentration du complexe ligand-récepteur. Maintenant, cette constante de dissociation au niveau de la courbe, elle correspond à la dose du ligand qui va induire la liaison à 50%, qui pourrait se lier à 50% du récepteur en question. Et puis, il y a également ce paramètre-là, c'est le Bmax, la liaison maximale, donc B pour binding, maximal binding en anglais. Donc là, c'est la liaison maximale, et à partir de ce point-là, tout simplement, il y aura une ligne qui vous dit que normalement, même si vous allez augmenter la concentration ou la dose du ligand, il n'y aura plus la possibilité d'augmenter la fraction liée, parce que tout simplement, en général, le nombre de récepteurs pouvant se lier, c'est un nombre limité. Donc lorsqu'on arrive à une dose bien déterminée, on arrive à saturation de tous les récepteurs. Donc là, on arrive à la liaison maximale. Cette constante de dissociation, elle va nous permettre de parler d'un paramètre essentiel que nous appelons affinité. Ça veut dire quoi, l'affinité? L'affinité, c'est en général, c'est la possibilité ou la facilité de la liaison du ligand au récepteur. Et plus normalement la concentration du ligand essentiel ou nécessaire pour se lier à 50% du récepteur est élevée, plus l'affinité est faible. Et moins la concentration ou la dose du ligand pouvant se lier à 50% du récepteur est faible, plus l'affinité est élevée. Ça va? Donc, à partir de ce que je viens de dire, on peut dire que l'affinité est inversement proportionnelle à la constante de dissociation. Donc, plus la constante de dissociation est élevée, ça veut dire que en fait, la réaction rend plus favorable la présence de la forme libre du récepteur et la forme libre du ligand, plus l'affinité est faible. Dans le cas contraire, plus la constante de dissociation est faible, ça veut dire que la réaction entre le ligand et le récepteur favorise la présence du complexe ligand-récepteur, et dans ce cas-là, l'affinité du ligand au récepteur est élevée. Ça va? Donc cette courbe de dose-association, elle nous permet essentiellement de déterminer la constante de dissociation qui est inversement proportionnelle à l'affinité. Et ici, vous avez un exemple. Pour un même récepteur, vous avez une drogue A et vous avez une drogue B. Si je vous dis quelle est la drogue qui a plus d'affinité au récepteur en question, on va devoir répondre à cette question en déterminant les constantes de dissociation. La constante de dissociation de A, elle est comment? Elle est inférieure
elle est inférieure à la constante de dissociation de la molécule B ou du ligand B. Donc, on peut dire que on a besoin de plus de quantité, ou plutôt on a besoin d'une grande quantité du ligand B pour induire l'occupation de 50% des récepteurs, et on a besoin de moins de ligand A pour induire l'occupation de la même proportion du récepteur. Donc dans ce cas-là, la constante de dissociation de la molécule A est inférieure à la constante de dissociation de la molécule B. Ça veut dire que 1 sur la constante de dissociation de B est inférieure à 1 sur la constante de dissociation de la molécule A. Donc l'affinité de la molécule A est supérieure par rapport à l'affinité de la molécule B. Voilà. Donc l'affinité par définition, c'est l'habilité de la drogue à se lier au récepteur. Elle est inversement proportionnelle à la constante de dissociation Kd. Donc c'est sa définition. Maintenant, pour terminer, normalement, on a parlé de la courbe dose-liaison. Maintenant, pour quantifier les interactions pharmacologiques, ça veut dire pour dire est-ce qu'il y a eu un effet exprimé suite à la liaison du ligand à son récepteur, on établit des courbes que nous appelons des courbes dose-réponse. Ces courbes dose-réponse sont essentielles pour la quantification. Maintenant, on parle de quantification de l'interaction du récepteur et le ligand. Donc, ces courbes-là sont essentielles pour la quantification de ces interactions. Dans la plupart des cas, lorsqu'on fait cette quantification, on met les doses au niveau de l'axe des abscisses et la réponse obtenue au niveau de l'axe des ordonnées. En général, ces courbes-là sont des courbes hyperboliques et ces courbes-là, tout simplement, elles ne permettent pas d'avoir une exactitude des paramètres que nous pouvons en déduire. C'est pour cela qu'il y a la transformation de ces courbes-là en courbes semi-logarithmiques en transformant les doses d'une échelle arithmétique à une échelle logarithmique à base de 10. Et cette transformation de l'axe des abscisses en une échelle logarithmique transforme en général la courbe que nous avons vue tout à l'heure en une courbe sous forme de S que nous appelons une courbe sigmoïde. Voilà. Les éléments que nous pouvons déduire à partir de ces courbes-là et qui nous permettront de quantifier l'interaction drogue-récepteur, on va les voir durant la prochaine séquence, Inch'Allah. Donc, sur cela, je vous remercie de votre attention et à la prochaine vidéo. Merci.